Alors, je m'appelle David Lucot, je suis architecte de formation diplômé de l'école de Paris-Val-de-Seine. J'ai ensuite fait un master en approche écologique du paysage à l'université Paris-Saclay. Et maintenant, je travaille sur un doctorat avec le LRA de l'ENSA Toulouse, en partenariat avec Luc Wiadzynski, et également avec un laboratoire d'écologie systématique et évolution avec Nathalie Frascaria-Lacoste, et une entreprise qui est l'agence de programmation urbaine etc. Donc je travaille sur un sujet de thèse qui porte sur les rythmes du vivant dans la ville et comment les prendre en compte dans nos manières de faire la ville. Alors ce sujet de thèse, il a obtenu un financement avec une convention CIFRE et également je fais partie des boursiers Palladio de l'édition 2021-2022 pour réfléchir justement sur ces thématiques de la ville de demain, donc prendre en compte la dimension écologique dans le projet. Moi, si ça m'a tant touché, si j'en suis arrivé à ce sujet-là, c'est que pendant mon master en approche écologique du paysage, j'ai découvert quelque chose d'un peu naïf et un peu simple finalement, mais que j'avais oublié pendant mes études d'architecture. C'est que le monde il est en constante évolution et qu'il bouge tout le temps, et que les choses ne sont pas figées. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié dans mes études en architecture, où on réfléchit souvent sur un instant T et sur quelque chose d'assez fixiste. Et autre chose, c'était également la notion d'échelle, où les échelles de projet, même si on travaille souvent à plusieurs échelles, le vivant, il a des échelles beaucoup plus grandes et également beaucoup plus restreintes, beaucoup plus petites. Et ça m'intéressait vraiment de voir comment on pouvait le prendre en compte dans nos manières de faire la ville, et notamment dans la programmation urbaine, ce sur quoi je travaille, donc chez etc. Les villes maintenant prennent la mesure de la nécessité d'avoir de la nature en ville, d'apporter plus de vert et de verdir nos environnements. Pourtant, ce qu'on constate, c'est que même si ça tend à augmenter et à s'améliorer, le mal-être, en tout cas des citadins, et leur déconnexion à la nature persiste et même est plutôt en train de croître. Et c'est ce sur quoi on travaille là sur un premier article, c'est partir de ce postulat et de se dire que finalement, par une étude chronologique, faire une évolution du rapport humain-environnement et donc du rapport ville-nature, donc partir du chasseur-cueilleur et à l'urbain, donc savoir comment avant l'humain était contraint par le cycle du soleil. Donc quand il faisait nuit, il était obligé de se coucher, et c'était un cycle naturel. Puis quand on a découvert le feu, quand l'humain a découvert le feu, il a pu allonger ses journées, et petit à petit, son environnement, il l'a transformé. C'est-à-dire qu'à un moment, on était lié aux ressources alimentaires, donc on se déplaçait d'un endroit à un autre, et on était toujours obligé de faire ça pour avoir des ressources et se nourrir et donc survivre. Et puis on a inventé l'agriculture, donc ça nous a permis déjà de nous soustraire d'une certaine manière à un manque de ressources, parce qu'on était capable de la produire à un même endroit. Et en fait, par cette étude, ce sera de montrer comment petit à petit l'être humain s'est déconnecté de ces cycles qui étaient initialement naturels, qui faisaient de l'humain quelqu'un qui était partie intégrante de la nature, chose qu'aujourd'hui on a beaucoup oublié, du moins en tout cas dans nos sociétés occidentales. Et c'est quelque chose que je veux remettre au centre de la production des villes contemporaines. Alors, j'ai commencé mes études en architecture en travaillant sur des projets à l'école Paris-Val-de-Seine. Comme il y a plusieurs ateliers, il y avait plusieurs manières de faire le projet. Donc j'étais dans une structure qui avait plutôt tendance à faire des projets avec les outils informatiques, en essayant de prendre en compte tous les paramètres qui font un lieu, qui font la particularité d'un environnement. Donc notamment la lumière sur site, les odeurs éventuellement, les ambiances, les sons, et de les matérialiser, de les représenter en 3D pour pouvoir les prendre en compte dans nos manières de concevoir nos habitats. Et cette façon de faire le projet, j'ai senti qu'il y avait une volonté derrière qui était très écologique, très soutenable, mais qu'on manquait beaucoup de principes. Ça restait pour moi très esthétique, et à la fin, il y avait quand même une volonté de forme, et qui parfois négligeait aussi finalement certains modes de vie, et encore une fois, toute une forme du vivant. C'est pour ça que j'ai fait mon master à Paris-Saclay et avec l'AgroParisTech, pour avoir des notions plus solides en écologie, et également parce que j'étais intéressé par le paysage, qui pour moi justement est une des disciplines dans lesquelles il y a une vraie prise en compte du temps, puisqu'on réfléchit quand même à la saisonnalité des végétaux, et il y a quand même une réflexion là-dessus, sur la temporalité. Et donc dans le cadre de ce master, qui était en alternance avec l'entreprise,
J'ai travaillé sur différents projets de programmation urbaine. Voilà, l'entreprise, elle travaille avec des outils qui sont des outils développés par Jan Gehl, qui est un urbaniste chercheur danois, qui a travaillé sur l'analyse, l'observation et a développé des outils d'évaluation de l'espace public pour faire des espaces publics de qualité justement. Et en étudiant ces outils, je me suis rendu compte déjà d'un manque de prise en compte de l'ensemble du vivant, parce que son mantra, c'est Life, Spaces, Buildings in that order. Et dans cet ordre-là, ça, on est d'accord, c'était novateur à ce moment-là, dans la lignée de Jane Jacobs et de William White. Mais ce qui manquait dans la terminologie life, c'était l'ensemble du vivant. C'était limité à l'être humain. Et si en effet, à l'époque, il se plaignait qu'on connaisse mieux le tigre de Sibérie que la façon d'être et de vivre d'un être humain, je pense qu'aujourd'hui, dans l'urbanisme, on néglige beaucoup en fait, la manière et le mode de vie des autres vivants. Et c'est comme ça donc j'en suis arrivé à me poser la question de comment mieux intégrer le vivant dans les projets, et que j'en suis arrivé à cette question du temps, puisque en fait on réfléchissait à chaque fois, la temporalité elle était seulement liée au projet. Donc le projet urbain il se décline en plusieurs phases, et notamment dans la programmation urbaine qui est liée à la loi MOP de 85, qui fait qu'on divise bien un projet et qu'en fait il se termine au moment de la livraison du projet, alors que c'est là que le projet prend vraiment vie, puisque c'est là que les usagers vont l'habiter. Et je trouvais ça un peu dommage. Et je me suis demandé comment mieux prendre en compte le temps. Et c'est là qu'en fait on s'est rendu compte que c'était une question très très riche et qui était déjà qui était déjà pas mal abordée, surtout dans d'autres disciplines en fait. Les arts, ça fait très longtemps que les arts mélangent l'espace et le temps de la plus belle des manières. Et pourtant, voilà, l'urbanisme et l'architecture sont encore loin, assez en retard à ce niveau-là. Il y a eu des projets, des bureaux des temps, et c'est là que je suis tombé sur les travaux de Luc Wiadzynski. Et c'est donc pour ça que je l'ai contacté pour initier ce projet de thèse et échanger avec lui, notamment sur les notions de chronotopie, de lier l'espace et le temps, voire connaître son expérience, son retour. Et donc on a monté ce sujet ensemble pour justement réfléchir à ce qu'on pouvait développer. C'est vraiment d'essayer de trouver une palette, une approche en tout cas qui change nos manières de faire. Et je pense que si ce qu'on se rendait compte, puisque hier c'était mon premier comité de thèse, que c'était un moment assez important avec beaucoup de chercheurs dont j'étais honoré d'avoir la présence, on s'est rendu compte que c'était un sujet très interdisciplinaire qui nous ramenait tous à des questions où on se disait tous mais le temps, en fait, chacun avait sa propre définition, les rythmes, chacun avait sa propre définition, et que c'était compliqué à définir. Et l'autre chose, c'était la difficulté, c'est ce que je leur disais, pour ça, il y a d'abord une volonté d'observer, donc d'observer tous les vivants, humains et non humains. Alors pour l'humain, il y a des rythmes qui sont bien définis, étudier les flux, étudier les mobilités, étudier les horaires, les fréquentations, c'est quelque chose d'assez facile puisque c'est très défini, c'est une invention de l'être humain. Tandis que le vivant, c'est très compliqué en fait, de sortir de sa position d'humain pour se demander finalement qu'est-ce que la maison charbonnière elle pense, qu'est-ce qu'a vécu l'arbre qui est ici depuis tant de temps. Donc c'est sortir de cette vision anthropocentrée, ça c'était une première difficulté. L'autre difficulté, c'est comment les représenter. Si la musique la représentait avec les partitions, la danse la représentait avec du dessin, des choses assez différentes. En architecture, on est toujours pareil, sur une vision toujours en plan, ou alors éventuellement en 3D, mais il n'y a jamais de notion temporelle, donc on réfléchissait justement au médium, comment représenter pour s'approprier ces rythmes-là et les comprendre. Et puis après, il y a comment composer avec toutes ces partitions qui jouent ensemble et essayer de faire une symphonie plus harmonieuse, où les rythmes sont en phase. Et on se disait également que c'était malgré tout de ne pas tendre à un outil trop opérationnel, au risque d'avoir des choses trop figées, trop contrôlées, puisqu'en fait l'idée ça reste le vivant, c'est instable, c'est tout le temps, c'est surprenant, c'est inattendu. Donc comment réussir à laisser la place à l'improvisation tout en assurant que chaque instrument puisse jouer la partition qu'il veut jouer voilà, sur le même tempo et en harmonisant ses patterns. Alors pourquoi une thèse? Au début, je dois dire qu'à l'école d'architecture, je ne pensais pas du tout m'orienter vers une thèse. C'était même loin d'être une option. Et c'est bizarrement pendant ce confinement que j'ai travaillé voilà, en imaginant des rythmes, justement des odeurs et du parfum sur un projet dans le désert, que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose à faire sur ces rythmes. Et en les faisant, c'est
c'est Julien Kostreva, qui est le gérant d'A, etc., qui est une très petite structure, hein, mais qui m'a dit ça pourrait être hyper intéressant de le développer sur un sujet de recherche. Au début, j'avoue que je ne me sentais pas très légitime et que je me demandais ce que je pouvais y faire et est-ce que j'avais ma place. Et petit à petit, en montant le sujet thèse, j'ai commencé à voir toutes les possibilités, tout l'intérêt, tout l'engouement et l'enthousiasme que j'avais pour ce sujet. C'est hyper stimulant de travailler sur quelque chose de très centré et de développer son expertise et se spécialiser dans ce domaine-là. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venu assez naturellement à me dire bon allez, on y va et on développe ce sujet de recherche parce que c'est des thématiques qui me tiennent à cœur. Tous les jours, je regarde les mésanges charbonnières sur mon balcon et ça me touche de voir qu'elles ont aussi leur rythme, qu'elles viennent manger les graines qu'on laisse à certains horaires. Donc c'est plein de choses maintenant qui font que je vois le monde en tout cas différemment, qui font que maintenant en fait je me suis rendu compte que c'était une question de perception, que maintenant que je perçois en fait la nature. Avant, j'étais persuadé que la ville était minérale et qu'il n'y avait rien à en faire. Je travaillais que sur des projets ruraux à l'école d'archi et maintenant, je me rends compte que la nature est tout autour de nous et qu'on peut la saisir et la percevoir dès lors où on sait regarder, dès lors où on sait écouter, dès lors où on sait sentir. Mais plus tard, voilà, si je reste dans un projet CIFRE, c'était de garder un pied dans le projet pour pouvoir mettre en pratique. Toujours rester dans une volonté de théoriser dans la recherche pour essayer de comprendre, voir ce qui s'est déjà fait et comment est-ce qu'on peut encore améliorer nos pratiques. Et après, dans la pratique, de les tester pour savoir est-ce que réellement ce qu'on propose est innovant et en quelle mesure ça améliorera vraiment nos villes de demain. Donc ça, c'était une chose pour moi qui était importante. Mais après, ce que j'ai toujours eu au fond de moi, et que ça, j'ai eu dès l'architecture, c'est qu'à terme, moi, j'aimerais vraiment pouvoir enseigner et diffuser les connaissances parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Et que si je fais ma recherche et que je reste dans mon coin, je vais juste être un spécialiste et on ne va pas forcément m'interroger. Alors que là, en restant un pied dans le projet, j'ai toujours des contacts avec les entreprises et dans les projets urbains, j'ai ma place. Et je fais partie de l'aménagement, comme tous les usagers en soi, mais voilà, d'être à la racine. Et en même temps, de l'enseigner, c'est s'assurer que des gens vont pousser le travail plus loin, puisque moi, l'idée, c'est pas de rester chercheur parce que je veux lancer quelque chose, mais c'est un sujet qui est très très dense et on en parlait hier avec le comité de thèse, ça pourrait être l'objet de plusieurs thèses et je ne vais pas pouvoir toutes les faire en 3 ans. Donc c'est de partager ça et j'espère pouvoir amener d'autres personnes en école d'architecture ou même dans d'autres domaines à réfléchir à ces questions, puisque la ville c'est quand même avant tout une invention de l'être humain, c'est quand même l'habitat à la base qui a été imaginé pour l'être humain plus que pour les autres vivants. Maintenant qu'il y a d'autres vivants, c'est comment on cohabite tous ensemble de la meilleure manière et que ce soit une cohabitation heureuse. Et donc j'espère que d'autres personnes, que ce soit dans tous les domaines, vont s'y intéresser parce que je pense que c'est un sujet d'avenir et qui est inévitable si on veut avoir une belle civilisation et qu'elle soit la plus pérenne possible.